J'avais vraiment l'impression qu'ils étaient en panique. C'était une situation de panique. Parce que en démarrant l'animation, c'était pas du tout prévu qu'on allait parler de l'homosexualité. C'était juste les stéréotypes qu'on avait envie de casser cette image. C'est tout. Et là, on se retrouve à parler de l'homosexualité et c'était vraiment... Ils se sont sentis menacés. J'ai travaillé donc cette animation avec Susanna, donc Bako Susanna. Et donc un jour, elle vient avec une animation qui s'appelle le portrait chinois. Et donc ça consiste à quoi? Donc si j'étais, je serais. Donc les apprenants et les apprenantes devaient choisir des mots, des images, des symboles qui le représentaient. Donc c'était des images stéréotypes. Donc les hommes ont choisi tout ce qui symbolise la virilité, la force, le côté robuste, et les femmes, elles ont choisi tout ce qui est beau, esthétique, fragile. J'avais beaucoup d'apprenants qui sont d'origine marocaine, d'origine turque, j'avais de l'Europe de l'Est aussi, j'avais idem pour les femmes. Et donc, on joue un peu la provocation. Moi, je les informe que le week-end d'après, je serai invitée à un mariage homosexuel. Donc à Paris, c'est mon ami qui se marie avec son amoureuse. C'était l'hécatombe. Donc les hommes qui se renferment, les femmes qui rougissent. C'était vraiment un moment très très difficile. Et heureusement que j'avais le soutien de Susanna, qui a commencé un petit peu à désamorcer cette tension en disant que oui, vous savez, vous êtes en Belgique, l'homosexualité est bien protégée, bien cadrée, il y a des lois. Donc on a fait une pause. Tous les hommes du groupe sont partis. Oui, ils sont partis. Et donc les femmes, elles sont restées. Et là, les femmes, c'était je pense que c'était l'un des plus beaux moments en tant que formatrice que j'ai vécu. Donc c'est pas le fait que mes hommes ont quitté la classe ça ne m'a pas bloqué. Au contraire, ça m'a permis de travailler avec les femmes sereinement, parce que c'était waouh, c'était la découverte des femmes qui se lâchent, qui parlent, qui utilisent des termes qui évoquent leur sexualité, qui demandent des questions, comment se protéger, comment protéger leurs enfants des MST. Donc vraiment, j'étais en admiration envers ces femmes. Donc moi, je sors, je laisse ma collègue, enfin Susanna dedans, je sors, je vois les hommes, il y avait un avec sa barbe, qui me respectait beaucoup. Et je dis, bon, vous devez rentrer, vous ne pouvez pas me faire ça devant une formatrice externe, c'est pas possible de faire ça. Et effectivement, ils sont rentrés, et donc... Et c'est là où on leur laisse la parole, et là où ils disent, moi, mon cerveau ne peut pas accepter parce que la religion, parce que moi, si un homme va coucher avec un homme, et moi je serais quoi? Aussi, la femme a choisi la femme, moi je serais quoi? Ce que j'ai ressenti en les regardant dans les yeux, mes apprenants, les hommes, c'est qu'ils se sont sentis menacés dans leur virilité. Voilà. Donc la sexualité est un sujet tabou, mais d'un autre côté, c'est un cachet, on touche à leur identité. Je suis d'origine algérienne, donc moi j'ai vécu dans une société qui est très très fermée à tout ce qui est à la sexualité normalement parlée. Alors évoquer l'homosexualité, c'est inimaginable. Je ne dirais pas que j'étais dans ma zone de confort, mais ça m'a aidée juste pour les rassurer. Je ne suis pas là pour vous agresser, je ne suis pas là pour attaquer votre belle religion, je ne suis pas là pour toucher à votre virilité, je sais ce que ça représente. Donc moi, à ce moment-là, en tant que formatrice, la seule chose qui m'a protégée, c'était les lois belges. C'est vraiment parler de ce volet où on ne peut pas discuter, on ne peut pas se placer au-dessus des lois belges. Mais j'ai demandé à la fin à Susanna de nous former, nous, les formateurs alpha, comment aborder ce genre de sujet sans heurter la sensibilité des apprenants.
Voilà. Tu ne me prends pas parce que tu crois que je suis un intégriste et que je vais mettre des bombes partout dans ton ASBL, quoi. C'est horrible ce que je dis, hein, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu à ce moment-là, quoi. J'ai accueilli un parent un après-midi, il est venu un peu comme ça par hasard sonner, hein. Il s'est installé, il a dit qu'il cherchait une école de devoirs pour son fils. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on avait de la place. Et je commence à lui expliquer qu'on fait effectivement les devoirs, le soutien scolaire, mais qu'après le soutien scolaire, il y a des ateliers qui sont obligatoires. Et là, tout de suite, il a dit non, non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste faire du soutien scolaire. Le reste, moi, je viens pas. Enfin, il ne viendra pas, quoi. Je dis, écoutez, nous, on fonctionne comme un package. C'est le soutien scolaire et les activités, quoi. Sinon, j'inscris pas les enfants, quoi. Il hésite un peu. Il a quand même besoin d'une école de devoirs. Ça paraît évident. Il a besoin que son fils soit suivi. Ça paraît clair, quoi. Et il me demande, mais qu'est-ce que vous faites dans ces ateliers, quoi? Il se fait que cette année-là, il y avait un atelier danse. Et il me dit, ça, non, ça, hors de question que mon fils fasse de la danse, ça, c'est vraiment pas possible. Donc, non, vraiment, définitivement, non, ça m'intéresse pas, quoi. Et il me regarde comme ça, il me dit, mais je vois bien, de toute façon, vous voulez pas m'inscrire en réalité, hein, donc les ateliers, c'est une bonne excuse pour pas inscrire mon fils et pour pas m'avoir sur le dos, quoi. Je dis, mais je comprends pas ce que vous voulez dire. Et il me dit, mais oui, toi et moi, on sait très bien de quoi on parle, hein. Et il fait comme ça, un peu un geste comme ça, avec sa barbe. Je dis, écoutez, non, moi vraiment, définitivement, je comprends pas à quoi vous faites référence, quoi. Et il se lève comme ça, il me dit, tout d'un, vous entendrez encore parler de moi, hein. Donc le gars est parti comme ça, et ça s'est fini un peu comme ça, quoi, si tu veux, quoi. Et donc moi, je me suis dit, je sais très bien à quoi il faisait référence. Les attentats de Bruxelles et de Paris, c'était en 2016. C'était encore très très présent dans la tête des gens. Et oui, je pense qu'il faisait référence au fait que je pensais que c'était un intégriste et que pour ces raisons-là, ben, je ne voulais pas inscrire son fils, quoi. Mais bon, voilà. Il voulait me faire sortir de quelque chose, quoi. Tu vois ? Tu vas dire, je veux que tu verbalises ce que je crois que tu penses dans ta tête, quoi. Tu sais pas très bien quoi dire, en fait, hein. Parce que tu sais très bien à quoi il fait référence, mais tu es un peu impuissant face à ça, quoi. Pour moi, le travail en cohésion sociale, ici, avec les enfants, c'est vraiment de leur permettre d'avoir un spectre et un horizon le plus large possible face à la vie de tous les jours, quoi. Tu vois, pour moi, c'est vraiment important de faire autre chose que de rester dans un quartier à tourner en rond et à jouer au foot, quoi. Voilà, hier, on a été voir une expo sur les oiseaux parce que voilà, pourquoi pas, quoi. Les enfants, ils ont adoré ça, quoi. Ils ont kiffé ça, quoi. Ou qui va leur parler des oiseaux ici dans le quartier, quoi? Personne. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment proposer tout un panel de choses qui leur permettra à eux de grandir un peu de faire des choix, quoi, si tu veux, quoi. Qu'on n'a pas forcément ici, où c'est un peu un entonnoir, quoi. C'est donc à ce moment-là que le monsieur s'est rendu compte que, en fait, ce qu'il fait n'est pas autorisé dans la loi belge et les femmes en souffrent indirectement. Dans le groupe, un apprenant qui se croyait plus intelligent que toutes les femmes qui étaient dans le groupe et qui pensait qu'il était un petit peu au-dessus de la loi, a raconté plus ou moins une situation qu'il a vécue. Et la formatrice l'a reprise et du coup, le monsieur croyait que la formatrice l'en voulait. Il s'est fâché un petit peu et puis avec un air très condescendant, voilà. Pour que la situation ne dégénère pas, la formatrice a projeté une vidéo pour que tous les groupes puissent partager à la fin de la projection leurs avis. Dans la vidéo, on voyait le jugement de monsieur qui harcelait les femmes
Et je crois que notre apprenant a été touché du fait que ce monsieur a été condamné à une prison ferme. L'attitude de l'apprenant a changé. Donc il n'intervenait plus comme le monsieur macho qui doit tout, qui sait tout, mais il essayait d'écouter les autres. Essayez, hein. Mais ce que moi, personnellement, je ressens, c'était un petit peu de colère et un peu de joie aussi, puisque il avait l'air de dire que dans l'avenir, il agira autrement. Et un petit peu de colère, puisque la femme est toujours prise pour... la femme est inférieure, la femme n'a rien à dire, du coup, on se permet beaucoup de choses. Là, elle relate vraiment des faits qui sont réels. Et c'est la situation que nous, en tant que formateurs, nous vivons au quotidien. Donc vous voyez que ce travail, vraiment de cohésion sociale, c'est un travail très très important par lequel nous mettons tous nos efforts pour pouvoir amener les gens à changer de mentalité et à pouvoir concilier leur culture d'origine et la culture du pays. L'accueil. Une intégration ne s'apprend pas. Une intégration se vit. Quand les gens promulguent des lois, qui doivent quand même réfléchir à quelque chose. Parce que vous devez en tout prix faire un parcours d'intégration pour faciliter l'intégration. Moi, de haut de mon âge, là, je me dis, là, c'est mal parti. Il faut que les gens vivent les situations pour voir ensemble comment on peut aller plus loin. C'est un travail de longue haleine. Parce que si quelqu'un a connu pendant 40 ans, 20 ans la guerre, hein, c'est un peu difficile de dire en une année ou en 3 ans de cours que ça va passer. En 3 ans de cours ou en 45 ans de cours, on lui donne les outils pour qu'il puisse continuer à espérer et à se reconstruire. En se reconstruisant, il reconstruit les autres automatiquement. Parce que les formateurs, au début de l'année, nous choisissons avec les apprenants un thème et ce thème-là est abordé suivant une méthode différenciée, participative, basée sur le vécu des apprenants. Donc on peut parler de droits de l'homme par rapport au vécu des apprenants. Et donc on traite des vraies situations en français parce que pour nous, nous estimons que la langue, c'est vraiment l'élément essentiel de la cohabitation, parce qu'on ne peut pas vivre ensemble si on n'arrive pas à se comprendre. Voilà. Mais si une personne a vécu 20 ans de difficultés et qu'il arrive ici à cause d'un morceau de papier, qu'on lui ajoute encore des difficultés, eh bien nous allons vers la fin de l'être humain en soi. Et nous nous éloignons de la solidarité, le vrai sens du mot solidarité. Ça a été le nœud du problème, c'est qu'effectivement on a eu ce blocage et on n'a pas pu au final diffuser cette émission, ce qui fait quand même partie du processus aussi, parce que pour que les jeunes puissent être fiers et porter leur film, ben, la moindre des choses c'est qu'ils puissent être vus et partagés avec des publics. Or ici il n'a pas pu l'être. C'était un atelier qui n'était pas évident parce qu'on était avec un public jeune extrêmement en décrochage. Et on est parti sur l'idée de quel est le sens d'être là. En fait, quel est le sens d'être dans ce parcours scolaire pour des jeunes qui parfois ne s'y retrouvaient pas. Il y en a qui étaient là parce qu'en fait on les payait pour être là. On parle vraiment de parcours parfois assez complexes et un rapport à l'école où la confiance était souvent perdue. Et donc il y a eu la proposition de rencontrer quelqu'un du cabinet ministériel. Le groupe a préparé vraiment cette interview. Donc c'était une interview qui a été filmée par les jeunes en plateau multicaméra. Donc on est parti sur cette idée de faire une émission télévisuelle sur base de cette interview. Et nous on était assez fiers et contents du résultat, les jeunes aussi.
Et quand la directrice a vu ça, elle a trouvé que c'était beaucoup trop revendicatif et elle avait peur des conséquences, sachant que voilà, c'était sa supérieure hiérarchique qui était interrogée. Et donc au final, on n'a pas pu diffuser ce film, cette interview. Et donc voilà, ça a été une des vraies difficultés, c'est qu'on ne s'est peut-être pas compris sur les objectifs en soi, parce que pour nous, ce processus était vraiment intéressant d'arriver à ce que les jeunes, à un moment donné, s'approprient le sujet, où on délie les langues et on pose les vraies questions, parce que c'est ça, donner du sens, c'est aussi oser confronter, et pourquoi pas confronter quelqu'un qui a une certaine place dans la hiérarchie de l'éducation. Et effectivement, c'est confronté aussi, je pense, à des objectifs associatifs différents. Je pense qu'ils s'attendaient à avoir un film plus promotionnel sur les activités qu'ils mènent dans le cadre de l'école. Et nous, on est parti sur un processus qui questionne ce qu'on peut faire avec l'outil audiovisuel. Donc pour nous, ça a été une forme d'échec parce qu'on est conscient que voilà, le processus c'est important, mais dans ce cadre-là, le résultat aussi, parce qu'on est face à des publics, à des jeunes qui ont besoin aussi de reconstruire une certaine confiance. Voilà, ça malheureusement, c'est ce qui a manqué. Un film a vocation d'être partagé avec des publics. Et donc à partir du moment où il reste dans un tiroir, pour nous c'est effectivement dommage et frustrant et décevant. Ce qui est certain, c'est que notre motivation, elle reste la même. C'est-à-dire qu'on a vraiment vocation à ce que les jeunes puissent s'approprier des outils et prendre conscience de ce qu'on peut faire avec le langage audiovisuel pour réaliser des films collectifs. Quel est le sens en fait d'utiliser ces outils et surtout le pouvoir que ça leur donne de pouvoir exprimer des points de vue qui ne sont pas nécessairement entendus. Après, dans la pratique, c'est pas toujours évident, et surtout pas dans les ateliers qu'on mène. C'est parfois être confronté à un point de vue qui n'est pas le sien, et accepter l'idée qu'on va tenir compte d'un autre point de vue, ou en tout cas qu'on va peut-être questionner le point de vue qu'on défend. Et donc, évidemment, il y a des conflits, il y a parfois de la violence qui peut se manifester, et parfois des situations dans lesquelles c'est pas simple à gérer, vraiment. Ça, c'est des vrais questionnements qu'on se pose. On n'a pas de réponse absolue. De toute façon, il n'y a pas de recette. Un atelier n'est pas l'autre, un groupe n'est pas l'autre. Donc on est à chaque fois confronté à des situations différentes et à des réalités différentes. Notre objectif, c'est de faire émerger vraiment des regards qui sont basés sur des réalités pas toujours connues et permettre l'expression à des personnes pour qui c'est pas nécessairement évident de pouvoir le faire. Nous, notre première priorité, c'était pas les cours alpha, c'était pas la formation linguistique. Pour nous, c'était de garder le contact et de voir comment vont les parents, les apprenantes, leurs enfants, comment ils font. On connaissait très bien notre public, donc les apprenants. Il y avait des femmes, on craignait vraiment pour elles. La violence conjugale. C'était horrible pour certaines femmes parce que venir ici, sortir de chez elles, discuter avec les autres, c'était une ouverture, c'était un bol d'oxygène. Le fait qu'ils restaient à la maison, et là, elles étaient à la merci de leur conjoint. Et ça, c'était très dur pour nous. Ouais, c'était très dur. On a perdu 3 apprenantes, elles ne viennent plus. Voilà, elles ne viennent plus. Ça a été vraiment 2 années très particulières parce que on a dû vraiment se redéfinir dans nos pratiques. Mener un atelier vidéo sans pouvoir être en présentiel, c'est extrêmement compliqué. Pour plein de raisons, parce qu'il y a déjà à la base un public parfois en décrochage, mais alors en ligne, nous-mêmes on a envie de décrocher. Enfin, c'est très difficile de créer cette dynamique, d'avoir ce rapport à l'autre. Donc on a mis en place des autres procédés fictionnels pour arriver à parler du social et du réel. Et donc on a continué à faire des films dans ce cadre-là, avec la permanence vidéo et avec les contraintes. Parce que parfois les contraintes, elles peuvent aussi être libératrices. Donc quelque part, on a fait des films avec les contraintes qui étaient posées par le cadre du confinement. Donc on a divisé nos groupes
Et je trouvais ça que c'était un plus pour permettre aux formatrices, aux animateurs surtout, d'être en contact avec les élèves. Quand on prend les décisions de confinement, des déconfinements et tout ça, on essaye d'abord de consulter, de concerter, de faire des concertations par rapport aux élèves, pour permettre en fait d'entendre la parole de ceux qui sont en bas, hein, et les faire remonter. Parce que souvent les décisions tombent comme ça et les parents ne savent pas gérer, les enfants ne savent pas, les formateurs ne savent pas gérer et on commence à tirer de tous les côtés et on arrive parfois à des situations un peu compliquées. Nous avons essayé un tout petit peu d'aller chercher des petites solutions parce que nous-mêmes, on a vu que la situation a vraiment mis au grand jour ces inégalités sociales. Nos apprenants, les familles, n'ayant pas vraiment la langue avec eux, n'ayant pas accès au numérique, on leur demande de suivre les cours à distance et de faire des démarches, par exemple au niveau des CPS, pour avoir des ordinateurs. Donc ça a été difficile et donc nous aussi, ça nous a poussé à nous réinventer. Donc nous avons d'abord nous-mêmes commencé à apprendre comment utiliser les outils numériques et aussi continuer nos activités à distance avec les adultes, tout comme avec les jeunes. Nous sommes appelés à vivre ensemble, on doit se voir, les contacts humains est très très important, surtout lorsqu'on donne un cours de langue, on doit savoir voir, même lire dans les émotions, les gestes, même le langage corporel, tout ça, ça compte. Et ça, on n'en avait pas. Il y a eu certains parents qui ne savaient même pas comment utiliser une adresse mail, qui n'en avaient même pas. Donc du coup, nous avons essayé à leur ouvrir des adresses mail, le travail scolaire arrivé sur ces adresses-là et nous les imprimions et les appelions pour qu'ils puissent venir chercher les travails et essayer d'expliquer les travails aux enfants pour qu'ils aillent le faire à la maison. Donc c'était vraiment, on était devenus des assistants sociaux, donc on était tout. Au début, le plus dur, c'était de ne plus travailler du tout, de sentir qu'il fallait que tu trouves des solutions pour que ton public ne s'évapore pas dans tous les sens et ne revienne plus jamais. C'est épuisant de recevoir tout le temps des directives, de faites comme ci, faites comme ça, le masque, pas le masque, 1,50 m, 2 mètres, 30 cm, non 3 enfants, non 10, non plus que 1. Et c'est toute l'année, enfin je veux dire, c'est toute l'année comme ça quoi. Ce Covid te suit comme ça en permanence, avec des clusters, avec des enfants malades, avec des collègues qui toussent. Et donc tu fais une année cas comme tu veux, et c'est épuisant en fait quoi. Pendant 2 ans, on a été inexistant aux yeux du monde en fait quoi. C'est ça la réalité quoi. Et donc les gens t'oublient quoi. Je veux dire, je peux me tromper hein, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un repli nouveau des gens quoi, qui veulent rester entre eux et pas trop sortir et pas trop. Moi je ressens ça quoi.